Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de ce journal, la mission onusienne en République démocratique du Congo toujours poussée vers la sortie par l'administration Tshisekedi. 24 ans après son lancement, la MONUSCO, jugée inefficace par les autorités congolaises, devrait procéder à son retrait l'an prochain après les élections de décembre 2023. C'est ce qu'exige le président Félix Tshisekedi. Pravind Jugnauth, le Premier ministre mauricien, exhorte les Nations Unies à faire appliquer le droit international concernant la restitution de l'archipel des Chagos à son pays. Ce territoire de l'océan Indien est sous administration britannique depuis 1968, malgré les résolutions votées à l'ONU. Puis la fin de la grève des contrôleurs aériens de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Le mouvement qui a paralysé le trafic de plusieurs aéroports africains a démarré vendredi pour protester contre les conditions de travail. L'actualité d'abord en République démocratique du Congo avec la situation dans la partie est du pays. Après la visite en fin de semaine dernière du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en Ituri et dans le Nord Kivu, le chef du gouvernement a promis des décisions rapides sur l'état de siège dans ces provinces alors que la société civile, l'opposition et certains acteurs de la majorité continuent d'exiger la levée du dispositif qui donne les pleins pouvoirs aux militaires depuis mai 2021 afin de faire face à la recrudescence des attaques, notamment du M23. En RDC, où le président Félix Tshisekedi plaide pour le retrait de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, mission déployée depuis 23 ans. Cette demande du chef de l'État est formulée alors que le pays fait face depuis plusieurs mois à la reprise de la guerre avec les rebelles du M23. La mission onusienne est accusée d'avoir échoué dans la protection de la population. C'est ainsi que l'exécutif congolais indique que la force quittera le pays après les prochaines élections générales prévues en décembre 2023. Nathalie Mour. Le président Félix Tshisekedi maintient que le retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, doit s'effectuer avant fin 2024. Le dirigeant congolais a indiqué le 23 septembre 2022 que le départ de la MONUSCO devrait commencer au lendemain des élections générales de décembre 2023. La mission n'aura plus de raison de rester en RDC après les élections, a-t-il déclaré. La mission régalienne de la défense du peuple congolais, de garantir sa sécurité ainsi que l'intégrité de son territoire incombe avant tout et exclusivement d'abord à l'armée congolaise et non à la MONUSCO. Au lieu de chercher à modifier le mandat de la MONUSCO ou de chercher à faire partir la MONUSCO, il faudrait réformer et l'armée congolaise et modifier les mandats de la MONUSCO afin d'être plus efficace. Si aucun calendrier précis n'a été annoncé, le président Tshisekedi a marqué sa préoccupation quant à la capacité de la MONUSCO à endiguer les violences perpétrées par le groupe M23 à l'est du pays. Les craintes du chef d'État congolais trouvent leur origine dans un récent rapport des Nations Unies sur la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le document datant de juin 2022 révèle que la logistique militaire dont dispose le M23 est supérieure à celle de la MONUSCO. La bonne question serait qui est derrière le M23 et qui lui assure cette puissance de feu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela s'arrête par rapport à la Charte des Nations Unies? La MONUSCO est déployée en RDC depuis 23 ans. Forte de 17 000 casques bleus, cette mission a pour mandat de protéger les civils congolais victimes de violences armées perpétrées par de nombreuses milices, le M23 principalement, qui a repris les armes en novembre 2021. La RDC bénéficie parallèlement du soutien de la force conjointe de la Communauté d'Afrique de l'Est depuis le mois de juillet 2022. À la tribune de l'ONU, lors de la dernière Assemblée générale, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a fait état de certains progrès qui auraient été réalisés par son pays sur le plan des droits humains ou encore de la liberté de la presse, entre autres. Mais ces développements seraient, d'après le chef de l'État burundais, ternis par l'avancée d'organisations terroristes dans la sous-région. Samantha Saberou Sabubanga.
À l'occasion de la semaine de haut niveau de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient actuellement à New York aux États-Unis, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a réaffirmé son engagement dans les efforts de pacification de l'Afrique. Acteur majeur dans la stabilité de sa région, le Burundi a enfilé le manteau de défenseur de la paix face aux multiples dangers auxquels sont confrontés certains pays du continent. Le Burundi ne cesse de se battre bec et ongle pour contribuer au retour de la paix dans le pays où elle est troublée, dans le cadre des Nations Unies ou dans celle de l'Union africaine ou de la région. En témoigne notre intervention en Somalie et en Centrafrique. Dans le même souci, le Burundi s'est engagé à contribuer au retour de la paix à la République démocratique du Congo dans le cadre de l'initiative de la communauté est-africaine. Je profite de cette occasion pour demander à la communauté internationale d'appuyer le processus de Nairobi pour secourir le peuple congolais en détresse. Lors de son allocution, le chef de l'État burundais a déclaré que son pays marche bien dans la voie vers son développement socio-économique. Avant d'aborder la question du développement socio-économique, expliquons que le Burundi, la République démocratique du Congo et la Tanzanie travaillent étroitement pour réaliser le projet ambitieux de chemin de fer reliant les trois pays. Le Burundi, ensemble avec la RDC et la Tanzanie, travaille étroitement pour réaliser le projet ambitieux de chemin de fer Uvinza, Musongati, Gitega, Bujumbura, Uvira et Kindu, devant relier les trois pays et les deux océans Atlantique et Indien. Ce méga-projet permettra non seulement de booster les économies des trois pays, mais également de faciliter la circulation des biens et des personnes dans la sous-région. Sur le plan humanitaire, le Burundi intervient actuellement en Somalie et en Centrafrique. Il s'est engagé à contribuer au retour de la paix en République démocratique du Congo dans le cadre de l'initiative de la communauté est-africaine. Lors de la 77e session de débat des Nations Unies, le Premier ministre mauricien s'est également exprimé et a demandé à l'organisation de faire appliquer la décision de la Cour internationale de justice au sujet de la restitution de l'archipel des Chagos. Le différend est vieux, de plus de 50 ans. Et malgré le droit international, la Grande-Bretagne estime toujours que cet archipel de l'océan Indien fait partie du royaume, alors que dans chacun de ses arrêts consultatifs, la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire principal de l'ONU, a toujours considéré que le Royaume-Uni a illégalement séparé l'archipel des Chagos de l'île Maurice après son indépendance en 1968. Pravin Kumar Junot, Premier ministre, ministre de la Défense, de l'Intérieur et des Communications extérieures, ministre de Rodriguez, des îles extérieures et de l'intégrité territoriale de Maurice, appelle à la décolonisation totale de son pays. À la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies le 23 septembre, Pravin Kumar Junot a fustigé l'occupation de la région de Chagos par des Britanniques. Une occupation à l'origine de l'expulsion de plus de 2000 Chagossiens vers l'île Maurice et les Seychelles. Despite UNGA resolution which required the colonial administration. Malgré la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU qui exigeait de l'administration coloniale de se retirer dans les 6 mois suivant la date de son adoption, cette partie de notre territoire reste occupée aujourd'hui. Cette situation retarde encore la mise en œuvre de notre programme de réinstallation, en particulier pour les Mauriciens d'origine tchakosienne qui ont été déplacés de force dans les années 1960. From there in the 1960s. La Cour internationale de justice avait rendu le 25 février 2019 une décision stipulant que les Britanniques devaient mettre fin, dans les plus brefs délais, à l'administration de l'archipel, ajoutant que le processus de décolonisation de Maurice n'avait pas été validement mené à bien. Décision que le Premier ministre a rappelée à l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que la résolution 73/295 de l'Assemblée générale et l'arrêt de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de mer du 28 janvier 2021 qui ont confirmé que l'archipel de Chagos faisait partie du territoire de Maurice. It ill behoves
to the United Kingdom. Il incomberait au Royaume-Uni de demander à Maurice et à d'autres pays africains de répondre à d'autres allégations d'occupation illégale lorsqu'ils occupent illégalement une partie de l'Afrique. Le Premier ministre de Maurice a demandé instamment à la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss de soutenir l'achèvement de la décolonisation de son pays et la réinstallation des anciens habitants de Chagos, comme l'exige le droit international. La Guinée-Bissau a célébré le 24 septembre dernier le 49e anniversaire de son accession à l'indépendance. Dans son adresse à la nation, le président de la République, Umaro Sissoco Embalo, au pouvoir depuis 2020, est revenu sur les axes prioritaires sur lesquels l'État est attendu: redressement de l'économie, développement des infrastructures. Les priorités sont nombreuses. Le point avec Nathalie Mo. Le 24 septembre 2022, la Guinée-Bissau a célébré le 49e anniversaire de son accession à l'indépendance. Pour l'occasion, le président de la République, Umaro Sissoco Embalo, a adressé un message à la nation. Dans son discours, il s'est félicité du chemin parcouru au cours des 2 dernières années, saluant les progrès réalisés sur le plan de la diplomatie. Au cours de la période mentionnée, la Guinée-Bissau a été réhabilitée dans sa souveraineté et sa crédibilité internationale. A recente crise no mercado internacional de energia desencadeou un peu plus de 2 ans de mandat présidentiel, la Guinée-Bissau a réussi à faire un parcours international remarquable. En fait, nous avons pleinement restauré l'image de notre pays en Afrique et dans la communauté internationale dans son ensemble. Guiné-Bissau não poderia ser a exceção. Compatriotas, après son retour sur la scène diplomatique, la Guinée-Bissau envisage désormais son réveil économique. Le président Embalo souhaite que l'amélioration de la gouvernance stimule la croissance dans le pays. Lutte contre l'inflation, développement du secteur agricole et assainissement de l'assiette fiscale sont les chantiers prioritaires du dirigeant bissau-guinéen. caros compatriotas, la célébration du 24 septembre, Le gouvernement, par des mesures fiscales, perd une partie des recettes qu'il aurait dû percevoir, cherchant ainsi, dans la mesure du possible, à réguler les prix des produits alimentaires de base ainsi que le coût des services indispensables au quotidien des Guinéens. En plus de ces mesures fiscales du gouvernement, il est attendu que l'intensification de la production agricole vivrière par des familles elles-mêmes contribuera à atténuer l'impact social de l'inflation sur le marché alimentaire. que já foi percorrido, medir os sucessos. La Guinée-Bissau, ex-colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest, a proclamé unilatéralement son indépendance le 24 septembre 1973. Le président Umaro Sissoco Embalo veut profiter de la stabilité actuelle pour amorcer la transformation infrastructurelle du pays dans le domaine de l'énergie notamment. Le chef d'État annonce un saut qualitatif important dans la fourniture de l'énergie électrique avec la mise en route du projet énergétique de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie en décembre 2023. L'Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, a annoncé mettre fin à la grève, mouvement déclenché vendredi dernier par les contrôleurs aériens, paralysant alors le trafic de plusieurs aéroports africains. Mais quelques heures après le démarrage de cette grève, le syndicat, qui exige notamment de meilleures conditions de travail, a indiqué avoir obtenu des réponses de certains gouvernements. Eugène Chema, Absanti Bibou. Des passagers désorientés à Abidjan, Ouagadougou, Bamako, Douala, Lomé, Dakar. La grève des contrôleurs aériens entamée vendredi a bien sûr pris plusieurs voyageurs qui ont vu leur vol annulé par les compagnies aériennes. Samedi, le syndicat à l'origine de cette perturbation du trafic, l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'ASECNA, a annoncé la suspension de la grève de ses membres pour 10 jours grâce à l'implication des autorités des pays membres de l'ASECNA qui s'engagent à œuvrer auprès de la direction générale pour l'examen de leurs doléances. Nous avons rencontré le secrétaire général du syndicat des aiguilleurs du ciel de Côte d'Ivoire, le SINAXI, qui est membre de l'USICA et qui a suivi les négociations. Le syndicat défend l'amélioration des conditions de travail d'environ 700 contrôleurs aériens. Cette suspension, nous l'avons fait pour 10 jours pour pouvoir permettre de ramener la sérénité au niveau des espaces aériens de l'ASECNA. Actuellement, nos attentes au niveau de la direction générale sont basées sur 8 revendications et ces 8 revendications sont essentiellement
autour de 3 axes. Le premier axe, c'est l'épanouissement professionnel, ensuite le renforcement des capacités professionnelles et enfin le plan de carrière du contrôleur de la circulation aérienne. Donc la prise en compte de ces différentes préoccupations nous permettrait de mettre un terme définitif à cette crise. Il faut rappeler que le préavis de grève en lui-même a été déposé depuis le 25 juillet 2022. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, compte 18 États membres, essentiellement des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ainsi que les Comores et Madagascar. Elle gère ainsi les aéroports de ces pays, hormis la France, pays membre de l'ASECNA, mais d'autres des aéroports ne sont pas gérés par l'institution. Sur l'ensemble des 16 millions de kilomètres carrés qui sont gérés par l'ASECNA, le trafic a globalement repris, mais nous avons encore des difficultés dans certains centres ATS. Je pourrais citer le centre ATS du Mali, du Bénin et de la Centrafrique, où il y a une opposition farouche de la direction générale de l'ASECNA à permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de reprendre le travail. Et c'est le lieu ici de lancer un appel aux différentes autorités, aux plus hautes autorités de ces pays-là, pour qu'ils puissent œuvrer et permettre à nos camarades contrôleurs de la circulation aérienne de reprendre le trafic. Cheville ouvrier du transport aérien, les contrôleurs aériens ont pour mission de gérer et surveiller à travers les instructions précises données aux pilotes des décollages et les atterrissages des avions, la sécurité des aéroports et des espaces limitrophes. Un mot de sport avant de refermer ce journal avec l'Égypte officiellement candidate à l'accueil des Jeux Olympiques 2036. Le président Abdel Fattah al-Sisi a validé la candidature du Caire. Le processus de candidature pour les JO 2036 n'a pas encore débuté, mais si cette candidature aboutit, l'Égypte serait le premier pays africain à accueillir la compétition. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.